Bonjour à tous, beaux parleurs du cinéma et ou orateurs de la science et tous ceux qui nous écoutent alors qu'ils sont en train de chercher leurs mots. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science où le 7e art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une experte. Ce mois-ci, le film choisi est Premier Contact de Denis Villeneuve et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment le langage influence notre vision du monde. Pour cela, nous définirons ce qu'est la linguistique, reviendrons sur la théorie de Sapir-Whorf, sur laquelle se base le film, et nous nous intéresserons à l'influence des langues sur notre vision du monde. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Julie Neveu, normalienne, agrégée d'anglais et maîtresse de conférences en linguistique à Sorbonne Université. Bonjour Julie. Bonjour Perrine. Quel est votre but sur Terre? C'est là que vous voulez en venir, n'est-ce pas? C'est la bonne question. Ok. Bon, d'abord, il faut qu'on s'assure qu'ils comprennent ce qu'est une question. D'accord? La nature exacte d'une demande d'information ainsi que sa réponse. Ensuite, il faut qu'on clarifie la différence de sens entre un vous singulier et un vous collectif. Parce que on se fout de savoir pourquoi Joe l'extraterrestre est ici. On veut savoir pourquoi ils ont tous atterri. Et le mot but exige de connaître la notion d'intention. Nous devons découvrir s'ils obéissent à des choix conscients ou si leurs motivations sont si instinctives que la seule notion de pourquoi n'aurait pour eux aucun sens. Et avant toute chose, il faudrait que nous ayons assez de vocabulaire en commun pour pouvoir comprendre leurs réponses. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Premier Contact. De mystérieux vaisseaux venus du fond de l'espace surgissent un peu partout sur Terre. Une équipe d'experts est alors rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l'énigme que constitue leur présence et leur message mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l'humanité se retrouve bientôt au bord d'une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n'ont que très peu de temps pour trouver des réponses et pour les obtenir, la jeune femme va prendre des risques qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais aussi détruire le genre humain. On est sur quelque chose d'un peu intense en soi. Vous avez vu le film, Julie ? Ah oui, je l'ai vu, je l'ai adoré. Je trouve qu'un film où une linguiste sauve une planète, ce n'est peut-être que génial. Ce que j'allais dire, c'est un peu surprenant. Voilà, la linguiste, c'est l'héroïne du film de science-fiction. Voilà, c'est bien un film de science-fiction, je confirme. J'attends qu'on vienne me chercher pour me dire la planète est en danger. Et je mettrai mes ailes. Mais voilà. Et en même temps, on sait qu'il y a pas mal de problèmes qui sont partis de problèmes de communication. Donc finalement, tout à fait. Ça a quand même du sens qu'une linguiste soit au cœur. Merci, vous avez raison. Et d'ailleurs, j'affûte mes outils quand même en attendant. Alors justement, linguiste, oui. Linguistique, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce que c'est que la linguistique ? Alors la linguistique, déjà en tant que science et discipline, c'est vraiment commencé, on date l'étude de la linguistique comme une science du début du XXe siècle à peu près. Alors qu'en fait, il y a toujours eu depuis l'Antiquité des penseurs qui ont réfléchi à ce que c'était que le langage, ce que faisait le langage. Aristote déjà réfléchit à la métaphore en termes d'analogie. Donc c'est très ancien. Mais vraiment que la linguistique devienne une discipline, c'est le XXe siècle. Et en gros, pour faire quelques jalons très brefs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est devenue de plus en plus riche parce que de plus en plus pratiquée, bien sûr, que tout le XXe a vu une évolution plutôt théorique de l'étude de la langue. Donc la langue en tant que système formel, la langue en tant que système de signes, ça c'est Ferdinand de Saussure. Après, il y a Chomsky avec la langue plutôt comme grammaire, comme syntaxe, qu'on étudie presque en dehors de la réalité, si vous voulez, comme un système un peu autonome. Et puis, vers les années 1970, il y a le développement de l'étude sémantique de la langue, c'est-à-dire en tant que système, un système de sens qui produit du sens. Et puis, avec la révolution, et ça c'est vraiment moi, la recherche en linguistique aujourd'hui, mes collègues, etc., bénéficient de cette révolution, on va dire. Il y a eu la révolution des corpus qui ont permis de numériser des tas de données, d'avoir accès à ce que les gens disent pour de vrai, vous voyez, pas que de fantasmer les théories, ce qui était aussi très bien. Hein. Mais donc c'est vrai que maintenant la théorie est peut-être confrontée à la réalité des diversités langagières, à la réalité des énoncés que les gens ont vraiment dit. Et donc il y a eu beaucoup de développement en fait de sous-branches à l'intérieur de la linguistique. Évidemment, il y en a tellement que tous ont fait un peu quelque chose de différent. Mais il y a ceux qui étudient les interactions, notamment en contexte. Donc comment un énoncé se forme en fonction de là je parle parce que vous êtes en face de moi, Perrine, et donc c'est à vous que je parle. Et donc il y a des connotations, des inférences, toute une sorte de jeu de compréhension de ce qu'est la communication en vrai, en réalité. Et ça, c'est la pragmatique, la linguistique pragmatique qui étudie ça. Il y a eu aussi un développement, beaucoup aux États-Unis, mais qui est arrivé en Europe, de la linguistique dite cognitive, qui étudie
et ça répond à la question que vous avez posée en introduction du podcast, qui étudie le rapport qu'il y a entre le langage et la pensée. Donc on va arrêter là, en fait, on a répondu à la question. Et voilà, j'ai déjà été très longue. Non. On a répondu à la question. Non, on a répondu à la question, c'est-à-dire on a juste dit qu'il y avait certaines personnes qui essayaient de réfléchir à cette question. Mais est-ce qu'eux-mêmes ont répondu ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais d'ailleurs, vous, dans ces différentes formes que peut prendre l'étude de la linguistique, vous, c'est laquelle particulièrement que vous enseignez ? Justement, je suis venue à la linguistique cognitive à la fin parce que je voulais la promouvoir. Non, moi, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, c'est le sujet incarné. C'est comment tout locuteur est un être de chair et d'os, et donc il parle d'abord en fonction de ce qu'il ressent, de ce qu'il perçoit, et comment, en effet, tout énoncé représente la réalité d'une certaine façon, que ce système de signes donne une représentation du réel qui est nécessairement orientée. Et là je parle quasiment en termes mathématiques, une orientation spatio-temporelle, un système qu'on appelle une situation d'énonciation en linguistique qui est défini par un ici, maintenant et une personne qui se situe dans cet ici et maintenant. Et tous les objets de langage vont se déterminer dans ce système spatial. Ouais. Donc en fait, c'est presque de la trigonométrie de langage. Oui, exactement. C'est une bonne définition. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de maths, j'étais pas préparée. Avant d'aborder la théorie de Sapir-Whorf, qui est au cœur du film, puisqu'elle est un peu basée, le film est basé vraiment sur celle-ci, on peut déjà s'intéresser aux méthodes de cette chère Louise Banks, qui est jouée par Amy Adams. On voit très nettement d'ailleurs dans son contact qu'il y a avec cette langue étrangère des extraterrestres, des heptapodes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, ils ont 8 pattes. Donc heptapodes, qu'il y a une réelle différence entre l'enregistrement d'une langue et l'interaction avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle dit clairement qu'elle ne peut pas déchiffrer si elle ne rentre pas en contact. Oui. Pourquoi ? Oui, j'aime bien ce passage dans le film. L'idée, c'est qu'elle ne peut pas, dans la mesure où elle n'a jamais rencontré ces êtres, et donc elle n'a jamais pu, une première fois, faire le constat de leur type de langage et de la façon dont le langage émergeait de ces personnes, et donc elle a besoin, au moins une première fois, de les rencontrer. Après, vous remarquez qu'elle étudie les traces écrites, même quand elle est plus face à eux. Donc, mais il faut que, pour la première fois, la première empreinte, qu'elle ait la possibilité de voir de justement la façon dont le langage est incarné. Et ça, je trouve ça très intéressant et très juste, en fait. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude on sait comment les êtres humains communiquent à peu près, et encore, c'est donc différent dans toutes les cultures. Et fort de ces connaissances-là, on fait des inférences en permanence. Mais ces inférences sont basées sur la connaissance qu'on a de certains êtres. Donc, je sais pas, 90% du langage communique de façon implicite. Donc c'est à la fois corporel. Exactement, oui. Tout à fait. Il y a bien sûr le non-verbal aussi, mais même dans le verbal, il y a de l'implicite. Par exemple, je vous demande comment vous allez, Perrine, et vous me dites j'ai perdu mon petit chat ce matin. Je vais inférer que sans doute vous êtes triste. Vous voyez, c'était pas une information que vous aviez dite dans votre énoncé, en fait. Donc, on est sans arrêt en train de faire des inférences qui reposent sur des connaissances de l'autre. Donc oui, il faut une connaissance de l'autre minimale afin de pouvoir envisager de communiquer et de comprendre un système de production. Quoi que vous fassiez ici, il faut que je l'explique à une assemblée de militaires dont la première et dernière question est « Est-ce qu'ils ont les moyens de s'en prendre à nous ?» Alors, il faut m'en dire plus que ça. Kangourou. Mais encore. En 1770, le navire du capitaine Cook s'est malencontreusement échoué sur les côtes australiennes. Et en explorant le pays, il a fini par tomber sur des tribus aborigènes. Et un des marins de Cook leur a montré un de ces animaux qui gambadait avec un bébé dans sa poche. Il leur a demandé son nom et les aborigènes ont dit kangourou. Où voulez-vous en venir ? Ce n'est que beaucoup plus tard qu'ils ont appris que kangourou voulait dire « je n'ai pas compris ». Alors, c'est ce que je dois faire pour éviter de mal interpréter les choses, faute de quoi ça risque de durer 10 fois plus longtemps. Ils vont avaler ça un moment. Mais vous devrez me fournir un vocabulaire avant la prochaine session. Bien. Et souvenez-vous de ce qui est arrivé aux aborigènes. Une espèce plus évoluée a failli les faire disparaître. J'adore cette histoire. Merci. Elle est bidon. Mais elle prouve que j'ai raison.
Et la connaissance de l'autre aussi est basée, elle a besoin de les voir pour voir à quoi ils ressemblent aussi physiquement. C'est sûr que le visage aussi, bon là, le problème des heptapodes, je ne sais pas si on entre dans le détail du fait qu'ils n'ont pas de visage. Néanmoins, elle leur montre son visage. Voilà, elle, à un moment donné, donc ils arrivent dans des combinaisons parce qu'on ne sait pas trop l'air ambiant, etc. Il y a la peur de la contamination. On ne sait pas dans quel monde on met les pattes dans le vaisseau spatial. Mais elle a besoin elle-même de se découvrir, d'enlever, elle prend un risque, elle découvre sa combinaison pour se montrer elle-même. Oui. Donc ça, c'est important de bien voir le physique. Et c'est le moment, vous vous souvenez, où elle essaie de se présenter. En fait, elle essaie de dire qu'elle s'appelle Louise et que son collègue, je ne sais plus comment il s'appelle. Yann. Et elle voit qu'en fait, ça ne suffit pas. La première étape, elle l'avait faite en combinaison, elle avait dit « human beings », on est des êtres humains. Nous, êtres humains. Et elle était en combinaison. Et c'est intéressant parce que finalement, au moment où il faut que l'heptapode fasse la différence entre cette catégorie qu'il a peut-être compris dans sa grande intelligence, il a compris qu'être humain, c'était ce groupe de gens en combinaison. Et là, elle comprend qu'en fait, pour comprendre la différence individuelle, que le nom va s'appliquer à une personne et pas à celle qui est à côté, il faut qu'elle montre son visage pour qu'il voit la différence. Donc, elle crée une nouvelle distinction. Pour qu'ils comprennent la sous-catégorisation du nom propre, il faut qu'elle se dévoile le visage, en effet. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et bien sûr que, bon, là, pardon, c'est un commentaire un peu contextualisé avec les masques qu'on porte depuis 1 an et demi, 2 ans, mais il est sûr que l'inférence est bien plus difficile avec un visage masqué, déjà. Même les yeux ne suffisent pas à donner des... Il y a toutes sortes de signaux. L'être humain, vraiment, moi, c'est ce qui me fascine et c'est pour ça que je suis devenue linguiste. Non seulement il est porté par une pulsion herméneutique forte depuis qu'il est tout bébé, c'est-à-dire qu'il veut... herméneutique, c'est l'interprétation. On est sans arrêt, on a des êtres sans arrêt en train d'interpréter, sans arrêt. Donc on interprète des signes, que ce soit des signes verbaux ou non verbaux, et de même, nous, on en donne à interpréter. Et la satisfaction, la connaissance, tout arrive par l'interprétation réussie. Vous voyez, la communication réussie, c'est une grande, c'est le progrès, c'est le bonheur de se comprendre. Et c'est pas si facile, ça demande du travail. Non, c'est bien le problème d'ailleurs. C'est bien le problème. C'est vrai que j'aime dans ce film qu'on envisage l'hypothèse radicale d'une altérité qui soit complètement autre. Donc c'est plus des êtres humains, ils ont même pas de visage. Et pour autant, elle se dévisage parce qu'en effet, la communication va passer par le corps et surtout par l'individu en tant qu'il est différent de celui qui est à côté. Et d'ailleurs, les heptapodes aussi ont des noms différents entre eux. Oui, on comprend dans la manière même dont ils l'écrivent. Exactement. D'ailleurs, c'est intéressant ce rapport à l'écrit, parce qu'on en passe. Donc, elle se présente au début, même en combinaison, elle a un petit tableau sur lequel elle écrit humain. Après, un petit tableau où elle écrit Louise, et eux vont répondre avec une sorte d'encre qu'ils projettent sur un écran. Aussi des signes on imagine un langage écrit. Et donc ça, il y a vraiment une différence. On a besoin de l'écrit pour comprendre l'oral parce que c'est un petit peu le reproche qu'on lui fait. Il faudrait qu'elle traduise comme ça. Mais on comprend que l'écrit est nécessaire. Oui, c'est très intéressant et c'est assez contraire en fait à ce qu'on a été éduqué à penser, c'est-à-dire et puis à ce qui est le cas dans la plupart des cultures néanmoins, c'est-à-dire que l'oral précède l'écrit d'habitude et pour autant on a tendance à fétichiser l'écrit souvent. D'ailleurs, les Français dans leur rapport à la langue, ont cette sorte d'amour pour le système écrit, la beauté d'un système parfait, une grammaire maîtrisée, alors qu'à l'oral c'est toujours plein d'imperfections. Mais pour revenir donc aux heptapodes, eh bien, il propose, et en ça, c'est encore vraiment de la science-fiction, il propose un modèle linguistique qui passe d'abord par l'écrit, enfin, qui passe seulement par l'écrit, puisqu'apparemment, il n'aurait pas de façon de communiquer qui soit orale. Et donc, on nous explique que ces êtres-là ont une écriture qui permet de représenter le temps de façon absolue, donc qui soit non linéaire, c'est-à-dire une écriture qui soit non linéaire, qui ne soit pas à lire et à déchiffrer dans l'ordre d'un début, milieu, fin, et d'un présent, d'un passé, d'un futur. Et ça, c'est fascinant parce qu'en effet, la plupart des langues, en fait, dans un monde qui n'est pas la science-fiction, marquent le temps, bien sûr, et surtout l'écrit ne peut se passer de cette linéarité-là, vous voyez, c'est-à-dire qu'en effet, on inflige, enfin, on pose, on pose vraiment la linéarité dans notre énoncé dès qu'on se met à l'écrire, que ce soit même si on écrit dans un sens ou dans l'autre. Et donc là, c'est vraiment intéressant, je trouve ça intellectuellement vraiment stimulant d'essayer de faire l'hypothèse d'un langage qui serait détaché, libre, et qui n'aurait pas à subir ces contraintes-là.
Et donc ça, c'est, par exemple, quand on aborde une langue étrangère, donc là, bon, les langues du monde entier, elles sont quand même plus ou moins toutes connues, j'imagine. On les a déchiffrées, on peut communiquer entre les langues, mais c'est comme ça qu'on aborde une langue étrangère, c'est en passant, si on doit découvrir une nouvelle langue, c'est en passant par ces étapes-là, nécessairement. Je n'ai jamais eu l'occasion d'étudier des langues totalement inconnues, moi. Donc, je suis franchement, j'ai pratique une linguistique assez confortable, c'est-à-dire que j'étudie l'anglais, je travaille sur l'anglais, j'ai travaillé sur l'allemand un petit peu, enfin, j'ai quelques langues, j'en connais beaucoup moins que d'autres linguistes. Mais c'est vrai que souvent, les propositions... je pense que les linguistes travaillent toujours à la rencontre des personnes qui parlent la langue. Donc, l'hypothèse de Sapir-Whorf qui est mentionnée dans le film, c'était des ethnolinguistes qui étaient, je crois, experts en langue amérindienne et donc qui sont allés écouter comment parlaient ces cultures. En fait, c'est impossible de réfléchir à un système linguistique sans penser à la culture qui le produit et sans réfléchir les gens qui vivent dans cette culture. C'est même impossible, je pense, d'avoir une approche fine du sens de certaines créations, qu'elles soient lexicales, grammaticales, à tous les niveaux de la linguistique. C'est impossible de comprendre un langage sans aller voir comment le parlent ceux qui vivent dans ce langage en tant que milieu, quasiment un milieu biologique. Contrairement au langage, un logogramme s'affranchit du temps. Comme leur vaisseau ou leur corps, leur langue écrite n'a pas de direction, ni dans un sens ni dans l'autre. Les linguistes appellent ça l'orthographe non linéaire, ce qui soulève une question. Est-ce ainsi qu'ils pensent ? Supposez que vous ayez à écrire une phrase avec 2 mains de part et d'autre. Il vous faudrait connaître chacun des mots nécessaires, de même que la quantité d'espace qu'ils occuperaient. Un heptapode peut écrire une phrase complexe en 2 secondes, sans le moindre effort. La réponse la plus élémentaire nous a demandé 1 mois. Ensuite, l'acquisition d'un vocabulaire. Louise estime qu'il faudrait encore 1 bon mois pour y parvenir. On va rentrer sur Sapir-Whorf pour de bon, parce que donc pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est que en apprenant le langage des fameux heptapodes, les extraterrestres, Louise, elle finit par avoir donc elle le comprend complètement et elle finit par avoir une vision du monde complètement chamboulée et qui est complètement modélisée par ce langage. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est un langage qui n'est pas linéaire dans le temps, qui n'a pas de notion de temps, et ce qui lui permet en fait de penser le passé et le futur à peu près en même temps. Tout devient cyclique, rien ne précède l'autre finalement. Donc c'est parce qu'elle comprend ce langage qu'elle est capable de penser comme ça. Et donc voilà, je disais, le film est basé sur cette théorie de Sapir-Whorf qui, sur sa forme la plus radicale, si on doit résumer, vous me direz si j'ai tort, veut que la langue que l'on parle changerait drastiquement notre façon d'appréhender le monde et donc nos capacités cognitives. Alors c'est une théorie, je crois, très controversée. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ? Alors, il est vrai que dans le film, donc, ils utilisent et mentionnent et citent cette théorie et qu'elle est connue en linguistique pour être... elle est surtout devenue une sorte de caricature d'elle-même, mais même dans l'histoire, si vous voulez. Je crois que quand Sapir et Whorf l'ont proposé, donc c'est l'entre-deux-guerres, Whorf étant l'ancien élève, je crois, de Sapir, il a développé donc son idée, et c'était déjà beaucoup plus subtil. Donc en fait, on s'y réfère, la façon dont on s'y réfère montre déjà on exagère un peu l'hypothèse en elle-même. Donc l'hypothèse postule que le langage traduit une certaine vision du monde, et qu'en effet, donc peut-être, si on tire une conséquence, si on pousse un peu, peut-être que d'adopter un autre langage permettrait d'avoir une nouvelle vision, une nouvelle conception du monde. Ce que dans le film, ce qui traitait avec en effet Louise Banks qui se met à pouvoir voir dans le futur, tout ça, et elle ne comprend plus où elle est. Et d'ailleurs, il y a la métaphore dans le film, je crois qu'ils disent rewire the brain, donc reconnecter, rebrancher. Oui. Or, évidemment, donc cette version est caricaturale. Et oui, mais néanmoins, même en tant qu'hypothèse moins caricaturale, l'hypothèse Sapir-Whorf est débattue. Sa version caricaturale est complètement exclue par la plupart des linguistes, parce qu'il est clair que c'est de façon beaucoup plus subtile que le langage influence la façon de percevoir le monde. Oui, voilà, on ne va pas complètement avoir nos capacités cognitives changer parce qu'on parle un langage différent. Voilà, pas du tout. En fait, c'est très difficile d'isoler surtout le paramètre seulement linguistique. Vous allez avoir des facteurs, c'est multifactoriel en fait, comme toujours. C'est-à-dire que mettons que en espagnol, vous ayez l'impression d'avoir une vision plus, festive de la vie, de dire qu'il y a la sangria. Voilà, c'est pas du tout le langage de la sangria.
En fait, c'est très facile. Enfin, toutes les langues, la petite connaissance qu'on peut avoir d'une langue nous mène à avoir des clichés, évidemment, sur cette langue, et qui sont entretenus par des clichés culturels, etc., un peu folkloriques, qui, comme tous les clichés, dérivent d'une certaine réalité, mais vous voyez, qu'on a aplati quand même. Donc en fait, oui, bien sûr que les systèmes linguistiques proposent un certain découpage du réel. Moi, je trouve ça intéressant par rapport au genre, puisque c'est un débat actuel. Très actuel, au moment où nous enregistrons ce podcast. Oui, un débat bouillant. La représentation du masculin ou du féminin, toutes les langues ne le représentent pas du tout. Donc c'est un débat, c'est une problématique, et ça peut même être l'enjeu de crispation idéologique seulement dans les sociétés où la langue permet de diviser entre les hommes et les femmes, par exemple. Il y a beaucoup d'autres langues. La plupart des langues du monde n'ont pas de genre qui s'applique pour discriminer entre les hommes et les femmes. Il y a des cultures où on discrimine entre le solide et le liquide, par exemple. Vous voyez, donc chaque langue véhicule une certaine perception de la réalité, sans doute. Après est-ce que si on change de langue, on voit plus du tout la même façon ? En fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a quand même des universaux qui traversent les langues. Donc, des chercheurs ont essayé de montrer, pour réfuter complètement cette hypothèse, qu'il y avait des universaux, c'est-à-dire à la fois des concepts qui subsumaient, qui étaient au-dessus du langage, voyez, et qui étaient partagés par toutes les cultures et dont on retrouvait des traces dans les langages. Donc, par exemple, la couleur, il semblerait qu'on perçoive à peu près tous les couleurs à peu près de la même façon, avec des subtilités, bien sûr, et que ça se retrouve d'ailleurs dans le langage. D'accord. Et parce que là, en fait, vous parlez qu'il y a une version un peu plus, light, en fait, de cette théorie de Sapir-Whorf. Et si j'essaie d'un petit peu de la théoriser, alors là, bonjour, théoriser, je ne suis pas universitaire, donc ça va. Si, je vous en prie. N'ayez pas peur. C'est une sorte de relativisme linguistique, qui, en fait, postule qu'une langue donnée forme la pensée ainsi que le comportement de la personne qui s'exprime dans cette langue. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, mais on dit toujours, pour revenir un peu sur les clichés, mais que les Français ont fait des phrases très longues, qui tournent un petit peu autour du pot, c'est des phrases assez complexes, vraiment. Et à l'inverse, les Anglais vont être beaucoup plus directs. Ils vont même d'ailleurs transformer des noms en verbes, des choses comme ça. Les choses sont beaucoup plus directes. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, nous, les Français, on est peut-être un petit peu plus long à la détente que les Anglais, ou est-ce que ça signifie que c'est plus simple de s'exprimer en anglais pour dire, j'en sais rien, moi, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Enfin, je sais pas, comment est-ce que vraiment le langage dit quelque chose de la culture des gens ? Alors, pour essayer d'être simple, de répondre, parce que c'est difficile comme question, mais un peu. Le langage dit toujours un peu de la culture des gens, et le langage influence, oui, ça j'y crois. Après, vous avez dit tout à l'heure relativisme, et donc non, pas jusque-là. C'est des nuances, en fait. Et donc, par exemple, l'anglais et le français, deux langues que je connais à peu près, donc il y a une différence... non pas tant dans la construction syntaxique que vous êtes en train de dire, parce que l'anglais aussi a tout à fait des phrases assez... Mais en revanche, vous avez raison qu'il y a quelque chose qui est peut-être plus proche, plus immédiat. Notamment, il y a beaucoup de mots en anglais qui sont onomatopéiques plus facilement, et il y a plus de créativité lexicale, bien qu'il n'y en ait pas tant que ça en anglais, mais le français en a encore moins que l'anglais, on va dire. C'est-à-dire qu'on dérive en effet plus facilement entre le verbe, le nom, etc. Après, est-ce que ça montre vraiment des caractéristiques de tendance comportementale de tous ceux qui parlent l'anglais contre tous ceux qui parlent le français? Je ne pense pas. Je pense plus que c'est des habitudes culturelles. Par exemple, je ne parlerai pas du tout de la même façon du français tel qu'il est parlé en France et du français tel qu'il est parlé dans les autres pays francophones, où il y a beaucoup plus de souplesse et plus d'habitude d'être confronté à d'autres langues, notamment. Donc ça change beaucoup. Ça dépend plutôt de la culture. La réponse, c'est que c'est pas vraiment la langue, c'est la culture. Voyez ? Et parfois, les deux ne sont pas en adéquation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'un francophone d'Afrique, il sera dans une culture peut-être plutôt africaine et avec des référents, il aura une plus grande richesse de référents culturels. Et la culture dominante sera peut-être pas la culture française. Voyez, alors qu'en français de France, le français, là oui, il y a adéquation entre la langue française et la culture française. Donc, en fait, est-ce que c'est la langue qui fait la culture ou c'est la culture qui crée la langue ? Je pense que c'est une interaction permanente, en fait. Voyez ? Donc, l'évolution culturelle produit des changements linguistiques. La langue émane d'une certaine culture. Donc, je dirais plutôt
pour me mouiller un petit peu, c'est la culture qui produit une langue, que la langue la reflète, et qu'après, les changements culturels sont reflétés dans la langue et que la langue l'accompagne, en gros. Mais toute langue est prise, en effet, néanmoins, dans une forme de représentation. Mais c'est vrai pour le langage, c'est vrai pour tous les systèmes de représentation. Ce sera toutes les expressions, en fait, tous les arts. Tout ce qui représente la culture d'une certaine façon. La peinture, le cinéma représente une certaine culture. C'est une forme de langage aussi. Ah bah, complètement. Ouais. Je continue sur Premier Contact, qui en fait finalement, donc on a ce personnage de Louise, elle apprend une langue et on comprend que donc par cette idée que ça change sa vision du monde complètement, elle a à la fois sa vision américaine, mais aussi la vision grâce au langage de ces extraterrestres. Mais ça devient en fait un énorme plaidoyer pour le multilinguisme, de dire que l'ouverture à la langue de l'autre permet d'ouvrir ses propres perspectives et voire d'enrichir son propre vocabulaire. Est-ce que vous pensez ça aussi, en fait, que le multilinguisme, c'est la plus grande ouverture d'esprit possible? Ah oui, là j'en suis. Là, c'est un oui franc et massif, c'est-à-dire que j'y crois. Je pense qu'on ne le sait pas assez. Je pense qu'on le craint un peu en France. On a toujours peur de perdre quelque chose. Quand il y a une autre langue qui nous... Je sais qu'il y a beaucoup de peur, des anglicismes notamment. En français, j'entends souvent rouspéter contre... quand il y a des emprunts. Mais je crois vraiment que tous les emprunts montrent un goût pour une certaine culture, que peut-être qu'en effet cette culture est dominante à un moment. Enfin, disons, nous sommes des êtres de goût, de corps, nous sommes attirés par certains mots, et chaque mot, s'il apporte un peu d'une culture différente, est un enrichissement pour moi, évidemment, est une sorte de fenêtre sur le monde. Donc il est clair que le multilinguisme, bien sûr, est une ouverture d'esprit. Tout apprentissage d'un autre système de représentation ne peut qu'être une ouverture sur le monde. Et est-ce que, par exemple, aussi le fait de s'enrichir du vocabulaire des autres permet parfois de donner... Tout à l'heure, on parlait de chercher le bon mot précis, notamment pour les émotions. On ne sait pas toujours les exprimer exactement, mais peut-être que telle émotion existe dans tel autre langage. Donc c'est à ça que ça sert aussi, d'aller chercher les mots ailleurs, c'est de pouvoir être plus précis. Ah mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des précisions. Il y a parfois certains langages qui proposent plus de précision. Enfin, précision. C'est toujours un rapport entre un locuteur et son besoin. Vous voyez, et donc il y a des locuteurs qui ont besoin de certains mots qui leur correspondent en fait, vous voyez, qui correspondent à leur expérience. Il s'agit de correspondre à une expérience. Et donc oui, certains langages nous proposent. Par exemple, j'aime bien l'exemple assez simple de date qui est employé par les plus jeunes pour dire le rendez-vous. Ah oui, oui, j'ai un date. J'ai un date. Alors ça énerve beaucoup de locuteurs. Ils disent mais pourquoi date? À quoi ça sert date? Date n'a rien à voir avec rendez-vous. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, les Anglais disent rendez-vous. Et ça, j'adore qu'il y ait cette possibilité-là, que les anglophones disent rendez-vous pour désigner un rendez-vous amoureux, avec déjà connotation amoureuse, qu'ils importent en fait le modèle culturel français qui a la chance d'être considéré comme, encore aujourd'hui, le modèle romantique, glamour. Je ne sais pas si on le mérite. On est glamour. On est glamour, en tout cas, dans la langue anglaise, on est glamour. Oulala. Tandis que nous, date, c'est le rendez-vous qui est programmé par les applis de rencontre, qui ne prévoit pas forcément que ça se termine bien, ni que ça devienne un rendez-vous amoureux. Vous voyez, donc c'est des connotations très spécifiques et c'est des emplois dans des contextes différents. Oui, donc ça a permis finalement, on dirait que rendez-vous, tout de suite, on a l'impression que ça va mener à une relation très sérieuse, alors que date, en effet, connote quelque chose de plus léger. Exactement, de plus pragmatique. En fait, il me semble ici, deux rapports à la relation amoureuse qui s'affrontent, qui sont d'un côté une perspective pragmatique, à savoir nous allons interviewer cette personne pour voir si elle me correspond et si peut-être je peux faire quelques chemins avec elle. Et de l'autre, et de l'autre côté, c'est chargé de l'émotion d'une histoire amoureuse. Mais en parlant de ces langues, parce qu'on dit enrichir le vocabulaire avec les langues des autres pays, des autres régions du monde, et donc d'enrichir aussi notre perspective quand même, et le côté pragmatique des choses, ça c'est vrai. Il y a eu des tentatives de langue universelle. Il y avait l'espéranto, je crois, à un moment donné. Enfin, on a tenté de faire de la langue universelle que tout le monde parlerait et on mettrait fin au mythe de Babel, en fait. C'est-à-dire que finalement, on réunirait tout le monde autour d'un même langage. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi ça fonctionne pas? Ça me semble impossible parce qu'il y a trop d'expériences divergentes. En fait, il faudrait qu'on ait tous les mêmes expériences pour pouvoir parler le même langage, puisque le langage doit pouvoir refléter notre expérience. Alors là, on a un bon exemple très triste et très récent, c'est que Covid est compris par absolument tout le monde aujourd'hui. Donc voilà, c'est le début du langage commun, Covid. Oui, j'espère qu'il va s'arrêter là, qui va consister en un mot. Peut-être que confinement et sa traduction aussi est comprise dans beaucoup de pays là. Donc il faut la même expérience.
En fait, c'est ça. L'impossibilité de cette langue universelle, c'est que les êtres humains vivent dans des endroits différents de notre planète et qu'ils n'éprouvent pas les mêmes expériences. Et qu'ils ont constitué des cultures qui ont des valeurs différentes, des rapports à l'autre différents, des modes de communication différents, des espoirs différents, des rêves différents, des mythologies différentes. Et tout ça, à chaque fois, requiert tout un rapport à la langue différent. Donc c'est ce que proposaient aussi les extraterrestres dans le film. Finalement, en débarquant dans le monde entier, ils proposent un langage qui devient universel. Et oui, tout à fait. Mais est-ce que ça a marché, Perrine, dans le film ? Moi, j'ai pas tout bien compris, mais je vais m'atteler à mieux apprendre le langage des heptapodes. Mais l'idée de voir le futur, ça me va. Moi, ça me va pas du tout. C'est terrible ce qu'elle voit. C'est terrible. J'ai fini en me disant, mais mon Dieu, gardez votre langage. Je ne veux pas voir l'avenir. C'est horrible. En tout cas, merci beaucoup Julie. Mais avant de vous laisser, moi je vous ai imposé Premier Contact à regarder. Mais j'aimerais bien vous demander, vous, si vous pouvez me recommander un film. On n'est pas obligé de parler de linguistique, on n'est pas obligé que ce soit un film qui soit lié au langage, même si souvent dans les films on parle. Mais voilà, est-ce qu'il y a un film que vous voulez me recommander ? Écoutez, moi j'adore Almodovar, je suis une fan absolue. Et donc un des films qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais ado, c'était Talons aiguilles. Ah. Ouais, j'adore ce film, mais j'adore tous les films d'Almodovar. J'adore cette ambiance au bord de l'hystérie, de la crise de nerfs. Et donc, par rapport à l'expression des sentiments, je crois que ça me plaît parce qu'en effet, on est tout le temps dans l'hyper-communication et une sorte d'expressionnisme lyrique. Et j'adore ça. Je trouve qu'il y a une beauté et une ouverture à l'altérité aussi, qui est sans arrêt là. Attache-moi aussi d'Almodovar, j'adore, avec Banderas qui... Enfin, il y a des extrêmes, on propose des extrêmes pour... L'amour peut naître de se faire emprisonner, ligoter, enfin tout est possible. Visiblement. Voilà, et je trouve ça formidable. Non, c'est vrai qu'Almodovar, ça a été quand même l'un des grands avocats justement de cette découverte de l'enrichissement et de l'altérité et d'aller vers l'autre et d'être curieux plutôt que dans le jugement. Exactement. Et c'est ça que son cinéma a contribué à faire en tout cas. Et en tout cas, merci beaucoup Julie Neveu d'être venue donner des nouvelles de notre langue, enfin de nos langues en fait. 7e Science, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.